Elle se tenait là, seule, au pied de l'escalier en pierre, les bras tremblants, la jupe collée aux jambes par la pluie fine. Sa joue portait encore la trace rouge d'une gifle récente. Derrière elle, une porte claqua. Devant, une grille rouillée grinça doucement dans le vent. Elle leva les yeux vers la façade grise du domaine, déjà illuminée. Une larme glissa sur sa peau sale. Elle n'avait rien. Pas de valise, pas de famille, mais elle avait franchi le portail. C'était peut-être la première fois de sa vie qu'elle faisait un pas vers elle-même. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Amélie avait 17 ans, mais dans ses yeux, on en lisait 40. Elle vivait à Saint-Aurélien, un village discret accroché aux collines de la Creuse, où les hivers sont longs et les rumeurs durent plus que les saisons. Depuis toujours, elle habitait la même maison en pierre, un peu à l'écart, là où la mousse ronge les murs et où les volets battent même les jours sans vent. Son père, Marc, était un homme droit, discret, éreinté par les deuils. Il avait perdu sa première femme à la naissance d'Amélie. La petite n'avait jamais entendu le son de cette voix-là, juste des silences, et parfois des larmes contenues derrière les gestes de son père. À 4 ans, elle vit arriver une inconnue dans la maison, Mireille, blonde, apprêtée, toujours souriante devant les voisins. Mais dès la porte refermée, tout changeait. Mireille siffla le venin dans l'intimité. Elle avait une fille, Pauline, qu'elle protégeait comme une porcelaine, et Amélie, elle, n'était qu'un poids, un obstacle, une étrangère. À chaque tentative de tendresse, Mireille répondait par l'humiliation. « Tu n'as pas de mère ». Cette phrase revenait souvent comme une sentence crachée du fond d'un dégoût qu'Amélie ne comprenait pas. Marc voyait, il entendait, mais il s'effaçait, peut-être par lâcheté, peut-être par fatigue. Il laissait faire. Il s'enfermait dans ses silences, ses traitements, ses migraines, ses cachets, jusqu'à ce qu'un matin d'octobre, il ne se lève plus. Crise cardiaque, disaient les médecins, mais Amélie savait que c'était plus lent, une usure. Alors elle resta seule, à 17 ans, orpheline dans une maison où elle n'avait jamais été accueillie. Mireille avait tout pris, l'espace, l'attention, le rôle de mère, même la lumière. Amélie ne parlait presque plus. Elle se levait avant l'aube pour allumer le feu, puis elle allait chercher l'eau au puits communal. Elle cuisinait, nettoyait, recousait les robes de Pauline, qui, elle, vivait comme une princesse de province. Elle n'avait pas le droit de sortir, pas d'amis. Juste Solange, une voisine âgée, qui parfois, du bout des lèvres, lui glissait un mot gentil. C'est dans ce contexte-là, brumeux et figé, qu'un matin, on entendit sonner la cloche de la mairie. Le maire, un homme massif et jovial, annonça au micro de la halle. « Mesdames, messieurs, le fils du maire honoraire, Étienne, rentre enfin à Saint-Aurélien après 24 ans d'absence. Comme le veut la tradition, il choisira son épouse parmi les jeunes filles du village. » Un murmure parcourut les ruelles. Étienne, un prénom presque oublié, parti à Paris à 6 ans après la mort de sa mère. Formé là-bas, riche, distingué, le genre d'homme qu'on ne croise qu'à la télévision. Et maintenant, il revenait, pour choisir une épouse. La rumeur devint annonce. 6 jeunes filles seraient sélectionnées. Amélie ne comprit pas quand on lui remit l'invitation. Elle croyait à une erreur. Mais l'adjoint au maire, M. Vigneault, confirma « C'est bien ton nom. Tu pars au domaine. 2 mois. Prépare-toi. » Ce soir-là, dans sa chambre glaciale, elle fixa le plafond en bois fendu. 2 mois. Sans cri, sans tache. Peut-être même un bain chaud. Elle n'avait pas de valise, pas de robe, pas d'espoir. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux avec un frisson d'anticipation. Le lendemain, dès les premières lueurs, la maison s'éveilla dans une tension palpable. Mireille, maquillée dès l'aube, fit bouillir de l'eau pour Pauline, laissa infuser ses sachets de tilleul bio, puis se dirigea vers la chambre d'Amélie. La porte s'ouvrit sans frapper. « Pas la peine de faire ta valise », lança-t-elle glaciale. Amélie, assise sur le bord de son lit, serrait dans ses doigts le carton d'invitation, comme un talisman. « Tu n'as rien à y faire? Tu crois que tu vas leur dire quoi? Que je te maltraite? » Elle avança lentement, planta son regard dans celui d'Amélie, puis, sans prévenir, la gifla violemment. Le silence se fissura dans un craquement de peau. Amélie ne pleura pas cette fois. Elle se contenta de reculer d'un pas. Mireille continua acide. « Si on te demande où est Amélie, Pauline dira que tu refuses d'y aller, que tout ce cirque te dégoûte. »
Elle se retourna, satisfaite, et quitta la pièce, laissant derrière elle une odeur de parfum fort et de haine froide. De l'autre côté de la maison, Pauline préparait sa valise. Robe pastel, sandales dorées, trousse de maquillage bien fournie. Elle riait toute seule devant le miroir, repassant son sourire. « Tu crois qu'il aimera les boucles ou les cheveux lisses ?» demanda-t-elle en coin à sa mère, qui ajustait une sangle sur le sac. Mireille répondit sans détour. « Il aimera ce que tu lui montreras. Et tu vas lui montrer que tu es la seule digne de devenir la femme du futur maire. » Dans sa chambre, Amélie restait figée. Elle n'avait rien. Juste une vieille robe d'été passée 100 fois à la lessive. Pas de valise, pas de chaussures neuves, pas même une brosse à cheveux. Mais elle avait son nom sur ce carton. Et une voisine qui, sans bruit, veillait encore. En début d'après-midi, Amélie tenta de sortir, juste pour rejoindre les autres filles au point de rassemblement devant la mairie. Mais Mireille l'arrêta net dans l'entrée. « Tu fais un pas de plus et je t'efface de cette maison pour de bon. » Elle claqua la porte devant elle. C'est à cet instant précis que Solange arriva, un sac de pommes à la main. Elle entendit les éclats de voix, les pas précipités, puis le silence. En voyant le visage d'Amélie derrière la vitre, elle comprit. Elle posa les pommes sur la marche et frappa doucement. Mireille ouvrit, faussement surprise. « Vous arrivez bien, Solange. On parlait justement de la cérémonie. » Mais Solange ne jouait pas à ce jeu-là. « Pourquoi Amélie n'est pas prête? Pourquoi ta fille part et elle non? » Un long silence, puis une esquive. Solange insista, plus fort. « Je vous jure, Mireille, que si elle ne monte pas dans cette voiture aujourd'hui, j'irai parler moi-même au maire. Et je raconterai tout. » Mireille pâlit légèrement. Pauline leva les yeux au ciel. Et Amélie, les mains jointes, ne respirait presque plus. La menace avait pesé assez fort. Mireille céda. « Très bien, mais qu'elle se lave au moins. Elle ne va pas se pointer comme ça. » Solange ne répondit rien. Elle entra, prit Amélie par la main et l'emmena avec elle. Chez Solange, l'eau était chaude, le savon doux. Elle lui tendit une robe simple, propre, repassée, une brosse, une paire de chaussures plates. « Ce n'est pas grand-chose, ma chérie, mais au moins, c'est toi. » Amélie ne dit rien. Elle avait du mal à parler quand ses larmes montaient sans prévenir. 1 heure plus tard, Amélie descendait du bus municipal, en retard, les cheveux encore humides, le cœur battant trop fort. Devant elle, les grilles du domaine s'élevaient, imposantes, rouillées. Elle inspira profondément, posa la main sur le fer froid et frappa 3 fois. Le grincement métallique de la grille résonna comme un cri dans le calme du parc. Un homme apparut, costume sombre, regard méfiant. C'était le gardien du domaine. Il observa la jeune fille de haut en bas, fronça légèrement les sourcils en découvrant ses chaussures abîmées, ses mains encore rouges d'avoir couru. « Tu es en retard », dit-il d'une voix rauque. Amélie baissa les yeux, honteuse, puis releva doucement la tête. « S'il vous plaît !» Ma belle-mère a essayé de m'en empêcher, mais j'ai réussi à venir. Juste me laisser entrer. Je n'ai besoin de rien. Le gardien hésita. Il regarda vers l'aile du château, déjà éclairée. Les autres filles étaient sûrement installées. Il soupira. « Attends ici. » Il disparut derrière les haies, la laissant seule dans le vent et l'humidité de la fin de journée. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle entendait au loin des voix, des rires de jeunes filles, des talons sur le carrelage. Une cloche sonna. 18 heures. Il revint 5 minutes plus tard, le visage neutre. « Le maître des lieux accepte que tu entres. Mais c'est la dernière fois que je fais ça. Compris ?» Amélie hocha la tête, soulagée, émue. Elle franchit le seuil du portail et le gardien referma derrière elle. Le bruit métallique claqua dans son dos comme une page tournée. À l'intérieur, le domaine ressemblait à un rêve. Sol ciré, moulures anciennes, lumière dorée. Des femmes de chambre passaient, chuchotant entre elles. Amélie fut conduite à l'étage. Sa chambre, sobre mais belle, l'attendait. 2 lits, 2 chevets, une armoire. L'autre lit était déjà occupé. Une fille aux cheveux bouclés leva les yeux de son livre et sourit doucement. « Clara, dit-elle. »« Moi, c'est Amélie, répondit-elle, timide. Il n'y avait pas de moquerie dans le regard de Clara, juste de la douceur. Le soir même, un dîner d'accueil réunit les 6 jeunes filles autour d'une grande table en bois verni. Pauline brillait, maquillée comme une actrice de téléfilm. Elle parlait fort, riait bruyamment. Les autres suivaient. Amélie resta silencieuse, écoutant plus qu'elle ne parlait.
Elle observait. Elle comprenait vite. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au fond de la salle, un homme les regardait. Costume noir, verre de vin en main. Il souriait parfois, notait des détails dans un carnet. Elle crut qu'il était un majordome. Il était bien plus que cela. Le lendemain, le programme débuta. Cours de maintien, épreuve de savoir-vivre, atelier cuisine, entretien floral. Les filles s'agitaient, rivalisaient, minaudaient. Amélie, elle, faisait, sans bruit, sans plainte. Son naturel détonnait. Elle aidait en cuisine, pliait les nappes, remerciait la gouvernante à chaque conseil. Le personnel commença à l'apprécier. Une des lingères l'appela même « notre petit soleil ». C'est dans ces couloirs qu'elle croisa le chef du personnel, cet homme qu'elle avait pris pour un majordome. Il s'appelait Étienne. Il ne parlait pas beaucoup, il l'observait. Un jour, elle lui glissa « J'aimerais rester ici, même comme femme de ménage. Je ne veux pas retourner là-bas. » Il la regarda longuement, puis répondit simplement « On verra ce qu'on peut faire. » Une semaine passa, puis 2, et sous les dorures du domaine, les masques commencèrent à tomber. Pauline, toujours tirée à 4 épingles, devenait nerveuse. Le charme qu'elle portait sur elle, une petite fiole cachée dans sa trousse de maquillage, confiée par Mireille juste avant son départ, semblait ne plus suffire. Elle avait murmuré un mot étrange, frotté un baume étrange sur sa langue avant d'entrer dans la salle commune le jour de l'arrivée du prétendant. Et depuis, chaque fois qu'elle croisait Étienne, ou celui qu'elle croyait être Étienne, elle l'accueillait d'un « Bonjour, mon prince », parfumé d'un sourire figé. Lui, il répondait toujours poliment. Mais ses yeux, eux, restaient insaisissables. Les autres filles, sentant la compétition s'intensifier, devinrent plus bruyantes, plus insistantes, plus stratégiques. Clara, pourtant douce au départ, s'emporta un soir contre Fatou, qui lui avait volé une paire de boucles d'oreilles. Ogechi, une autre candidate, simula un malaise pour attirer l'attention. Tout devenait théâtre. Cris dans les couloirs, jalousie feutrée, alliance tacite. Le domaine, paisible en façade, devenait une arène. Mais Amélie, elle, restait hors du jeu. Dès qu'elle pouvait, elle descendait aux cuisines. Elle coupait les légumes, essuyait les verres, nettoyait les casseroles. Elle plaisantait avec les femmes de service, partageait ses recettes de pain perdu et de soupe aux orties. Et surtout, elle parlait. Un jour, entre 2 plats, elle raconta son histoire. Sa mère morte trop tôt, Mireille, Pauline, les humiliations, le froid dans la maison, la solitude. Le chef du personnel, Étienne, écoutait. Parfois en silence, parfois en lui tendant un torchon sans rien dire. Il ne prenait pas de notes. Il n'interrompait jamais. Un jour, il dit simplement « Tu sais que tu vaux plus que tout ça ?» Elle haussa les épaules. « Je veux juste la paix, même si c'est en lavant des assiettes. » Un soir, alors qu'Amélie raccompagnait les couverts propres dans la salle de réception, elle vit Pauline assise seule, les lèvres serrées. Elle s'approcha doucement. Pauline tourna la tête. « Qu'est-ce que tu veux ?» Amélie répondit sans détour. « Rien. Juste, tu as l'air triste. » Pauline craqua. « Tu crois que c'est facile, toi ? Maman mise tout sur moi. Elle m'a dit que je devais gagner, sinon je ne vaux rien. » Un silence. Long, puis Amélie murmura « Peut-être qu'on vaut quelque chose, même quand on ne gagne pas. » Le lendemain, Pauline était redevenue froide, plus arrogante que jamais, comme si la nuit avait effacé la faille. Et la compétition reprit, plus âpre. Mais dans les couloirs, dans les cuisines, dans les silences du domaine, quelque chose avait changé. Une pluie fine tombait sur les vitres du domaine ce matin-là, dessinant des nervures délicates, presque mélancoliques. Dans la grande salle, les jeunes filles étaient réunies pour une séance de présentation avec le maire en personne. Assis derrière une grande table, flanqué de 2 élus et d'un secrétaire qui griffonnait nerveusement, il passait les candidates une par une. Pauline s'avança, éclatante, articulée, peau satinée, sourire figé. Elle cita des poètes, des objectifs de vie, un futur au service du rayonnement du village. Le maire hocha poliment la tête. Quand ce fut le tour d'Amélie, elle resta quelques secondes figée près de la chaise. Elle tenait sa robe de ses doigts tremblants. Elle inspira, puis dit simplement « Je m'appelle Amélie, j'ai 17 ans, je suis née ici, je n'ai pas grandi dans une maison facile, mais je suis là, et je ne cherche pas à briller, juste à exister. » Le silence qui suivit était plus fort que tous les discours précédents. Pas un mot de trop. Juste une vérité nue qui flotta dans l'air, suspendue, presque inconfortable.
Un regard s'attarda sur elle, celui du maire, mais aussi celui du chef du personnel, resté discrètement debout dans un coin de la pièce. Étienne ne disait toujours rien, mais ses yeux parlaient pour lui. Ce soir-là, dans les cuisines, Amélie prépara un gratin dauphinois pour l'équipe de service. Par réflexe, elle en laissa une part sur une assiette en porcelaine avec un brin de romarin. Juste comme ça. Elle l'apporta au bureau du chef du personnel, déposa l'assiette sans frapper. Il était là. Il la regarda. Et cette fois, il parla d'une voix plus douce, plus lente. « Tu sais cuisiner, tu sais parler, et tu sais écouter. » Amélie sourit, les joues légèrement rouges. « Je sais surtout survivre, » dit-elle. Plus tard, elle s'assit sur les marches de l'escalier de service. Il la rejoignit, il s'assit à côté sans un mot. Le silence entre eux était beau, humain, vivant. « Tu resteras ici ?» demanda-t-il soudain. Elle tourna les yeux vers lui. « Si on me laisse, oui. » Et puis, comme pour dissiper la tendresse trop naissante, une voix hurla plus loin dans le couloir. Fatou et Ojechi s'étaient violemment disputés. Une histoire de robe, de miroir et de jalousie. L'ambiance devint électrique. Les servantes se dispersèrent. Une gifle claqua dans le couloir. Le personnel dut intervenir. Étienne aussi. Il s'interposa, calma les cris. Puis, plus tard, il monta à son bureau et activa un écran discret, derrière un panneau coulissant. Les caméras, installées dans chaque pièce commune, montraient tout. Il observa, reculé, silencieux, et ce qu'il vit ce soir-là changea le cours de l'histoire. La nuit était tombée sur le domaine, mais certaines pièces restaient éclairées, comme si l'agitation du jour n'avait pas su s'éteindre. Dans un recoin discret de la galerie nord, Pauline chuchotait à voix basse. Face à elle, une silhouette familière, Mireille. Sa mère s'était faufilée à l'intérieur du domaine sous prétexte d'apporter une écharpe oubliée. Mais c'était un tout autre colis qu'elle glissait à sa fille. Un petit sachet de tissu, cousu main, imprégné d'une odeur douceâtre et entêtante. Frotte ça sur ta langue. Demain matin, tu te présentes devant lui et tu parles. Il ne verra que toi. Pauline acquiesça, les mains tremblantes. Elle n'en était pas à sa première manigance. Mais là, il s'agissait d'un dernier coup de poker. La veille de la sélection finale, elle ne pouvait pas perdre. Elle ne voulait pas. Le lendemain, Pauline suivit le plan. Elle attendit que le prince, comme on l'appelait maintenant avec une pointe d'ironie entre les murs, passe dans le couloir central. Elle s'approcha, lentement, les lèvres brillantes. « Bonjour, mon prince !» souffla-t-elle. Étienne s'arrêta. Il la regarda longuement. Un sourire presque attendri effleura ses lèvres. Il répondit d'un hochement de tête, puis reprit sa route, sans un mot de plus. Dans la salle commune, Amélie, elle, servait le petit déjeuner. Une odeur de brioche chaude emplissait l'air. Elle plaisantait avec la cuisinière, redressait une assiette. Elle ne savait pas que le maire, plus tôt, avait goûté l'un de ses plats, ni que son fils, ce fameux Étienne, avait murmuré en sa faveur, d'un ton calme et définitif, « Elle est l'âme de cette maison ». Mais pendant ce temps-là, dans l'aile haie, les filles se déchiraient à voix basse. Clara accusait Pauline de favoritisme. Fatou, blessée, menaçait de partir. Et Mireille, bien que repartie, avait laissé derrière elle un poison plus dangereux que son charme, la peur. L'impression que tout pouvait s'écrouler. Ce soir-là, Amélie retrouva Étienne dans le cellier, près des bouteilles anciennes. Elle lui parla franchement, comme toujours. « Je ne veux pas cette place. Je veux juste rester ici, travailler, me construire. Je n'ai pas besoin d'une couronne. » Il resta silencieux. Il la regarda longtemps, puis dit, presque dans un souffle, « Et si tu étais déjà celle que je cherchais, sans même le savoir ?» Le jour se leva sur le domaine dans une lumière étrange, pâle, presque suspendue. Les 3 dernières filles étaient appelées pour les préparatifs finaux. Clara, Pauline et Amélie. Les 2 premières enfilaient des robes de satin, maquillées par des mains expertes. Tout était dans les détails, coiffure relevée, collier délicat, parfum choisi pour séduire. Amélie, elle, portait une jupe simple, un haut blanc repassé avec soie, un ensemble offert par Solange avant son départ. Aucun bijou, juste sa présence droite, calme. Elle savait déjà qu'elle n'était pas là pour gagner, juste pour survivre. Dans un coin du parc, Mireille avait fait son retour, cette fois sans prétexte, sans masque. Elle retrouva Pauline en cachette, la prit par le bras trop fort. « Tu gagnes aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Sinon, tu rentres avec moi. Et tu sais ce que ça veut dire. » Pauline hocha la tête sans un mot. «
Elle tremblait, pas de froid, mais d'angoisse. Elle avait fait tout ce que sa mère avait demandé. Elle avait menti, souri, envoûté, croyait-elle. Mais plus le moment approchait, plus elle sentait la panique monter. Et dans ses entrailles, un autre secret grandissait déjà. Elle était enceinte, du figurant engagé par Mireille pour jouer le rôle du prince. Elle n'en avait parlé à personne. Dans la grande salle du domaine, tout était prêt. Les habitants du village s'étaient déplacés. La presse locale aussi. Caméras, chaises alignées, fleurs fraîches. On allait annoncer la future épouse du prince, Étienne. Une tradition qui liait la mairie, la mémoire et la continuité de Saint-Aurélien. Le maire se leva, micro en main. Son visage était grave, mais ses yeux brillaient. Il prit une longue inspiration, puis déclara, sous les murmures, « Mon fils Étienne a passé ses dernières semaines incognito, parmi vous. Il ne voulait pas choisir une femme sur apparence, mais sur vérité. Sur ce qu'elle est, quand elle croit n'être regardée par personne. » Un silence, figé. Étienne, le soi-disant chef du personnel, est ici devant vous. Les visages se tournèrent, les bouches s'ouvrirent sans voix. Pauline devint livide. Mireille, assise au fond, recula d'un bond. Étienne s'avança, sobre, déterminé. Il prit la main d'Amélie, sous les regards confus, et dit calmement « La future épouse de ce village, c'est elle, Amélie. » Un souffle traversa la salle. Clara sourit doucement. Pauline chancela et s'effondra. Mireille, incapable d'assumer l'humiliation, quitta les lieux comme une ombre, suivie de regards lourds de reproches. Les applaudissements éclatèrent. Et au centre de tout cela, Amélie, immobile, les larmes aux yeux. Pas pour la victoire, mais pour tout ce qu'elle venait de laisser derrière. Elle ne bougeait pas. Elle ne pleurait plus. C'était comme si le temps s'était arrêté autour d'elle, comme si ses jambes refusaient de croire qu'elle tenait encore debout. La main d'Étienne dans la sienne, chaude, ferme, réelle. Pourtant, tout en elle doutait. Une part d'elle attendait encore que quelqu'un se lève, qu'on crie « erreur », qu'on la renvoie dehors comme tant de fois dans sa vie. Mais non, il restait là, devant tout le monde, face aux maires, aux élus, aux habitants. Et il la regardait, elle comme si elle avait toujours été la seule. Comme si sa douleur, sa solitude, ses années volées valaient enfin quelque chose. Le public retenait son souffle. Il y avait dans l'air une vérité qui glaçait autant qu'elle réchauffait. Pauline reprit conscience, le regard flou. En voyant Amélie sous les projecteurs, elle comprit que c'était fini. Le rôle qu'on lui avait promis, l'image qu'on avait façonnée d'elle, les promesses de Mireille, tout s'effondrait. Elle quitta la salle à pas lents, le ventre vide d'illusions, mais plein d'un avenir qu'elle n'avait pas voulu. Dans les coulisses, Mireille l'attendait. Mais cette fois, plus aucune gifle, aucun ordre, aucune menace ne trouvait sa place. La mère et la fille s'observèrent en silence. Puis Pauline lâcha simplement. « Maman, tu m'as volé la seule chose que j'aurais voulu choisir moi-même. » Plus tard, dans le grand salon du domaine, Étienne s'adressa à Amélie, à voix basse, alors que les invités étaient déjà partis. « Tu n'étais pas censée m'émouvoir, tu n'étais même pas censée rester, et pourtant, chaque jour passé à t'observer m'a confirmé ce que je n'osais espérer. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu m'as vu quand personne ne voulait me voir. » Il s'approcha. « Je t'ai vu parce que tu n'as jamais cherché à paraître. Tu es. Et c'est assez. » Les semaines qui suivirent la cérémonie furent calmes. Presque trop calmes. Amélie restait au domaine, discrète, aidant encore en cuisine malgré son nouveau statut. Elle n'avait pas changé. C'était le monde autour d'elle qui l'observait désormais différemment. Les servantes lui souriaient avec une chaleur nouvelle, un respect silencieux. Solange, de loin, envoyait parfois un panier de fruits, toujours sans mots, mais plein d'amour. Pauline, elle, n'était jamais revenue. Un matin, une lettre arriva, sans expéditeur. Quelques lignes tremblantes. « Je vais avoir un enfant. Je ne sais pas ce que je deviendrai. Mais je refuse qu'il grandisse dans le même poison. Je suis partie loin. Ne m'en veux pas, Amélie. Tu n'étais pas mon ennemie. Tu étais juste, plus forte que moi. » Mireille, quant à elle, avait quitté le village. On disait qu'elle vivait dans une petite maison au bord d'une nationale, seule, le bruit des voitures remplaçant peu à peu celui des cris. Un soir, alors qu'Amélie se promenait dans le verger du domaine, Étienne la rejoignit. Il lui tendit une bague, simple, forgée par un artisan du coin. Rien de royal, juste une promesse. Elle hésita, puis hocha la tête, pas pour devenir reine, mais pour devenir elle-même.
Enfin, sans peur. Le maire officialisa leur union dans une cérémonie modeste. Pas de caméra cette fois, juste les proches, quelques villageois, des sourires sincères et une chanson douce jouée par un violon solitaire. Loin du faste, mais près du cœur. La maison d'Amélie n'était plus celle de l'enfance blessée, c'était un nouveau lieu qu'elle construisait chaque jour, avec ses mains, son rire et cette dignité silencieuse que personne n'avait su briser. Et vous, que feriez-vous si on vous demandait de tout oublier pour enfin exister? Auriez-vous eu, comme Amélie, le courage de rester droite face à l'injustice, de refuser la haine, même lorsqu'elle vous serre la gorge? Auriez-vous trouvé la force de continuer, avec une simple jupe, un sourire et un peu de pain chaud partagé dans une cuisine silencieuse? Laissez un mot, un vrai. On lit chaque commentaire. Si c'était vous, auriez-vous eu le courage de tout révéler?